Paris, depuis lundi dernier, 195 pays du monde entier doivent trouver un accord pour maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés d'ici à 2050. La COP 21, cette conférence mondiale sur le climat réunit 150 chefs d'État et de gouvernement venus des 4 coins du monde, plus de 40 000 personnes au Bourget, 150 chefs d'État, disais-je. Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise, prend part à ces assises. Lors de l'assemblée plénière d'ouverture, il a prononcé une allocution circonstancielle dans laquelle il a clairement dévoilé la vision de la République gabonaise, mais aussi la contribution de notre pays. La COP 21, enjeu, contexte, objectif, la lutte contre le dérèglement climatique et pour finir la contribution de la République gabonaise, autant de points qui vont constituer la trame de ce numéro exclusif de votre émission, notre émission Faire Savoir, consacrée aujourd'hui, vous l'aurez compris, à la COP 21. Régis Imongo Tatongani, en direct de Paris, est notre invité ce soir. Il est le ministre de l'économie en charge du développement durable. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires Nour TV, TV Mbir, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Bienvenue à tous. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Régis Imongo Tatongani, le ministre de l'économie et du développement durable. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité. Vous êtes en direct sur Gabon Télévision et le principe de l'émission reste le même. Des journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous répondrez. 2 parties essentielles pour cette émission. Monsieur le ministre, les enjeux, le contexte et les objectifs, nous avons eu la chance d'en parler avec vous avant votre départ sur Paris pour participer justement aux assises de la COP 21. Et lors de cet entretien, vous plantiez le décor. Nous revenons très rapidement sur cet entretien que vous nous avez accordé ici même à Libreville, à votre cabinet de travail, et nous rentrons de plein fouet dans cette émission. Depuis que les réunions dans le cadre de la COP21 ont commencé, le Gabon était présent. Le Gabon a été l'un des pays à avoir déposé aussitôt sa contribution en matière de stratégie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une stratégie d'ici 2020 de réduction de 50%. Le Gabon, de façon volontaire, a élaboré un plan national d'affectation du territoire pour permettre qu'on sache au sein du Gabon quel domaine est réservé pour activités agricoles, activités forestières, activités minières, pétrolières et préservation de l'environnement. C'est la démonstration que nous, aujourd'hui, dans le cadre de nos stratégies, nous prenons au sérieux les aspects du changement climatique. Donc nous attendons que de la COP 21 puisse sortir un accord universel, un accord contraignant, afin que nous puissions renforcer notre gouvernance dans ce domaine en fonction de cela. Il y a eu Kyoto, il y a eu Rio, la grande annonce censée concerner les parcs. C'était déjà la démonstration de la volonté du Gabon de prendre en considération cela. À Copenhague, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était l'un des rares chefs d'État à être dans le huis clos avec les autres présidents des pays industrialisés. C'est la prise en considération de l'action du Gabon. Et après Copenhague, nous avons décidé de mettre en place le Conseil national climat. Et nous avons élaboré un plan national du climat qui précise exactement quelle est notre vision par rapport à ce problème. Malgré le fait que le Gabon n'était pas l'un des pays qui est le plus pollueur. Le Gabon a encore sa forêt préservée, mais nous avons préféré anticiper. Nous avons préféré être des acteurs, être dans la solution que être là dans la passivité. Régis Imongo, vous êtes le ministre de l'économie en charge du développement durable au Gabon. Comment se passent les travaux? Ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a une pression parce que c'est l'heure de l'unité. Il y a une ouverture des travaux avec des interventions des chefs d'État qui ont fixé le cap politique de ces travaux. Et là,
qui devrait soumettre au ministre, parce que les ministres devraient relayer les travaux à partir du 5 après-midi. Donc là, ce sont les experts pour essayer d'enlever quelques aspérités en ce qui concerne ce document, arriver vers un document plus consensuel qui devrait être transmis au président de la COP pour que nous, les ministres, nous puissions discuter de ce document avant d'arriver aux travaux finaux qui seront bien sûr soumis aux différents chefs d'État. Les délégations sont-elles optimistes en ce moment, Monsieur le ministre? On est toujours optimiste. Il ne faut jamais se déclarer battu, mais c'est très difficile. Nous avons une très forte ambition. Nous voulons un accord universel en même temps contraignant. Donc il est clair qu'à ce niveau, même si tous les pays s'accordent à vouloir mettre en place des politiques qui visent à développer des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des politiques économiques sobres en émissions de carbone, mais les trajectoires ne sont pas identiques. L'élément positif, c'est que tous les pays, sur les 195 pays, à peu près 190 pays qui ont déposé leur contribution pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a quand même cette volonté-là. Maintenant, il faudrait que nous puissions arriver à un accord universel. Nous recherchons un accord contraignant, on verra exactement ce que c'est là. Monsieur le ministre, la première partie de cette émission concerne la lutte contre le dérèglement climatique. Jules Esdras et Aimé Césaire-Diégui m'ont rejoint sur ce plateau. Vos questions. Monsieur le ministre, vous parlez d'accord contraignant, vous parlez également d'accord universel. Il y a que le président de la République française, François Hollande, a reçu 12 chefs d'État africains hier pour discuter de la question du dérèglement climatique. Il ressort de cette rencontre que la France donne 2 milliards d'euros aux pays africains pour essayer de juguler cette question d'ici 2020. Est-ce que, Monsieur le ministre, les divergences de vues portant sur les obligations collectives ont été réglées? D'abord, vous savez, en ce qui concerne la lutte contre le dérèglement climatique, il faudrait rappeler deux choses. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, une distinction est faite entre des pays qui sont inclus dans l'annexe 1, donc des pays développés, donc y compris la France, et les pays de l'annexe 2, les pays en voie de développement, donc c'est parti du Gabon. Cette différenciation, en fait, s'appuie sur le principe et la responsabilité historique des pays industrialisés dans le dérèglement climatique actuel. Bon, nous ne sommes plus là pour essayer de rappeler encore la responsabilité historique des pays développés. Mais nous pensons qu'à ce niveau, un effort va être fait par eux, nonobstant l'effort réalisé par les pays en voie de développement. Parce qu'il est clair quand même que ce sont ces pays qui ont pollué. Et on dit, dans le cas de la phase de développement, nous arrivons aussi à mettre des émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes responsables à partir de certaines pratiques. Et cependant, il est clair que les pays en voie de développement, ce sont les principaux pays vulnérables par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est clair qu'il faudrait que les pays industrialisés puissent prendre des initiatives afin d'accompagner les efforts réalisés par les pays en voie de développement, à la fois dans le cadre de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et dans le cadre de l'adaptation aussi, dans le cadre du transfert des technologies. Parce qu'il est clair que, inévitablement, il nous faudrait prendre cela en considération dans le cadre de nos petits développements. L'initiative de la France, elle est intéressante, mais là, il faudrait que nous puissions voir ensemble les modalités et les modalités de mise en œuvre. Parce qu'il est clair, c'est cela. Il faudrait qu'il n'y ait pas de retard. Alors, pour retenir, Monsieur le ministre, désolé de vous interrompre, Régis Simongo, pour retenir, finalement, la vision du continent africain n'est pas unanime à l'échelle des pays qui participent actuellement aux assises. Non, on n'a pas dit, je n'ai pas dit que la vision des pays africains n'était pas unanime. Je précisais qu'aujourd'hui, il y a deux catégories. Il y a les pays développés qui font partie de l'annexe 1, les pays industrialisés, les pays en voie de développement qui font partie de l'annexe 2. Donc les responsabilités ne sont pas identiques. Les premiers ont pollué, les autres sont en train de subir de façon considérable les effets du changement climatique. Maintenant, il faudrait que les pays de l'annexe 1 puissent faire des efforts afin de financer les politiques d'adaptation et d'atténuation des pays de l'annexe 2. Et à ce niveau, les pays africains, nous voulons bien sûr qu'il y ait un accord universel, contraignant, mais nous voulons que l'accord puisse être différencié et puisse tenir compte d'une différence de responsabilité entre les États. C'est très important en matière de financement, en matière d'accompagnement de nos politiques de développement durable. Régis Simongo, restez avec nous. Jules Esdras a une question pour vous.
Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez parlé des initiatives qui sont prises actuellement à la COP 21. Nous savons également, pour mémoire, qu'il y a eu un certain nombre de sommets sur la protection de l'environnement et tout ce qui a en rapport avec le dérèglement climatique et des engagements, notamment avec le protocole de Kyoto ou le sommet de la Terre en 2002. Malheureusement, les pays dits industrialisés qui avaient pris des engagements à terme n'ont pas pu rentrer, n'ont pas pu honorer un certain nombre d'engagements, notamment pour la préservation de l'environnement. Qu'est-ce qui montre qu'aujourd'hui, cette fois-ci, la COP 21 va être d'un apport particulier et ces pays, quoi qu'il y ait des initiatives, vont pouvoir honorer un certain nombre d'engagements au sortir de ces assises? Vous avez rappelé les accords précédents qui n'ont pas été pleinement mis en œuvre. Le dernier, c'est bien que le Copenhague. Mais nous nous accordons à ce niveau qu'il y a un point qu'il faudrait prendre en considération pour éviter que nous puissions avoir la même situation que par rapport aux accords précédents. C'est à cause de cela que nous voulons que l'accord puisse être contraignant. Mais il est clair que c'est difficile. Même si nous n'arrivons pas à un accord contraignant, il faudrait mettre en place des mécanismes de suivi. Des mécanismes de suivi qui puissent permettre de voir exactement comment les différents pays vont mettre en œuvre finalement les différentes décisions qu'ils ont eu à prendre dans le cadre de leur contribution, au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'élément nouveau, je précise, c'est que tous les États ont déposé des contributions, en majeure partie, à peu près 190, ont déposé des contributions à ce niveau. Restez avec nous, Monsieur le Ministre, juste pour faire évoluer le débat. Mais ça sera une autre question. Monsieur le Ministre, vous parlez des mécanismes de suivi. Vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît? Non, aujourd'hui, nous sommes en train de proposer qu'il y ait un mécanisme de suivi, qui est finalement une révision, un examen tous les 5 ans. C'est un point qui est aujourd'hui abordé, qui n'a pas encore été validé, mais c'est un point qui est sur la table. Dans le cas de discussion, nous pensons qu'il faudrait avoir un mécanisme de suivi pour permettre de voir exactement comment les différents pays arrivent à respecter leurs engagements, parce que les stratégies sont volontaires. Et on sait déjà que malgré ces différentes stratégies qui sont déposées, malgré ces différentes contributions, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de 2% en 2100. Donc il faudrait que nous puissions aller au-delà. Monsieur le ministre, nous savons que la plupart des pays au sud du Sahara aspirent au développement. Est-ce que les différentes contributions des États impliquent ou intègrent ces besoins réels en développement? Le cas de l'Afrique centrale où la plupart des pays aspirent à l'émergence. Et nous savons que lorsque des États évoluent dans le domaine de l'industrialisation, on parle également de pollution et donc de dégradation de l'environnement. Quelles sont les dispositions qui peuvent être envisagées dans ce cas de figure? Aujourd'hui, nous devons changer de paradigme en ce qui concerne le développement de l'économie. Nous devons passer à une industrialisation qui, par le passé, était polluante, qui produisait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, à une industrialisation plus sobre en carbone. Ça signifie qu'il faudrait réaliser des innovations technologiques considérables. Il faudrait avoir l'innovation dans le cadre de nos politiques de développement. C'est cette logique qu'il faudrait prendre en considération. Le Gabon fait une crise dans cette logique. Et pour vous dire, la détermination du Gabon est très forte. Moi, je tiens à rappeler que le Gabon a publié sa constitution nationale le 1er avril 2015. Le Gabon était le 6e pays à soumettre son INDC. Après la Suisse, l'Union européenne, la Norvège, le Mexique et les États. Régis Simongo, restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons prendre très rapidement Marc Ona, le responsable de l'ONG Brain Forest. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons juste derrière. La proposition de Brain Forest, c'est-à-dire qu'il faut renoncer aux projets qui reposent sur les monocultures, que ce soit le riz ou le palmier à huile, l'EVA. Il faut renoncer à ceci. Et il faut maintenant, si on veut s'engager dans ce type de culture, il faut aller vers beaucoup plus de savane ou bien beaucoup plus de plaine pour renforcer le couvert végétal dans ces zones. Le problème des changements climatiques, c'est l'absence de forêt. Le désert avance pourquoi? Le désert avance quand il n'y a plus d'arbres. Régis Simongo Tatongani, vous venez de suivre Marc Ona, le responsable de l'ONG Brain Forest. Partagez-vous son avis? Je peux rassurer le compatriote Marc Ona que dans ce domaine, le Gabon, sous le leadership du président Ali Bongo Ndimba, entend préserver la forêt, entend préserver de toute
tiennent compte de cela. Il estime, Monsieur le ministre, pour être complet sur cette question... Par rapport à la monoculture, moi, je pense que je partage pas cela. L'essentiel de prendre en considération, il n'y a pas de risque zéro au niveau des activités. Mais par contre, ce que nous faisons dans le cadre d'études d'impact environnemental, dans le cadre de différentes stratégies, vise absolument à préserver la forêt gabonaise. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, du moins, Marc Ona qui a une vision absolument vertueuse de la stratégie dans le domaine forestier et le gouvernement gabonais qui pense différemment. Donc, il est créé par nos actions, même dans le cadre du programme VEL, nous veillons absolument à cela. Il faudrait concilier les deux aspects. Comment renforcer le développement de l'économie à travers certaines stratégies, l'agriculture en fait partie, et comment en même temps préserver l'environnement en essayant de suivre ce qui se fait et avoir une stratégie cohérente. C'est l'action du gouvernement, donc de ce côté, je pense que nous pouvons rassurer Macron. Toute activité économique a un impact au niveau de l'environnement. Il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, il faudrait savoir prévenir ces risques et les gérer. C'est ce que nous faisons. Et dans le cas de la stratégie que nous avons, c'est cela. Je laisse là, vous avez une autre question. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé d'un ensemble d'engagements, des politiques d'ailleurs, qui impliquent le Gabon vis-à-vis des questions de dérèglement climatique. La question que je voudrais poser, c'est de savoir si finalement toutes ces politiques n'ont pas d'effet négatif sur le fonctionnement habituel des populations. Pour le cas du Gabon, qui pratique l'agriculture, on parlait de monoculture actuellement, mais également qui n'arrive plus à se satisfaire des produits de la faune et de la flore. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas de figure pour permettre à ce que, naturellement, tout en préservant l'environnement, qu'on ne modifie pas les habitudes des uns et des autres? Il faudrait d'abord communiquer, il faudrait expliquer aux populations exactement les enjeux et puis nous adapter aussi à nos réalités. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons cette vision et cette stratégie doit tenir compte de la prise en considération aussi du moins du souci des populations de pouvoir vivre. Donc, il est clair que nous ne sommes pas dans un dictat. Il n'y a pas du tout une dictature en ce qui concerne l'écologie. C'est plutôt une communion, la recherche d'un compromis, je dirais même institutionnalisé, entre les populations, les pouvoirs publics et puis l'environnement. C'est cela, c'est la prise en considération de ces différents aspects afin de trouver un équilibre qui est difficile par moment, mais par moment, on n'a pas le choix. Il faudrait trouver cet équilibre, même si on est dans une situation de fil de rasoir. C'est ce que nous faisons. Donc, dans le cadre même définir exactement l'affectation du territoire, tous ces aspects sont pris en compte. Monsieur le ministre, avant de rentrer dans la deuxième et dernière partie de cette émission, nous allons prendre très rapidement une dernière question d'Aimé Sincère. Monsieur le ministre, les pays africains parlent d'une sorte de solidarité envers les pays occidentaux. À l'inverse, ces derniers demandent une sorte d'ambition pour les pays africains. Où en sommes-nous avec la question de transfert de technologies? Ah oui, voilà, vous soulevez un problème très important pour les pays africains et nous allons y veiller. Dans le cas des débats, ce sont des points que nous avons mis vraiment en exergue. Il faudrait absolument que les pays africains soient capables de pouvoir réviser leur stratégie économique de développement. Mais pour le faire, il faut que l'Afrique soit capable de pouvoir s'approprier de l'innovation. Donc le transfert de technologie, c'est un élément central des discussions que nous avons dans le cadre de la COP21. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur le ministre. La deuxième partie de cette émission, et ce sera la dernière, concerne bien entendu la contribution de la République gabonaise. Lors de l'Assemblée plénière d'ouverture, aux côtés de ses pairs, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à travers une allocution circonstancielle, a clairement dévoilé la contribution du Gabon. En voici un extrait. Mesdames et messieurs, comme je m'y suis engagé à Copenhague, je réaffirme la volonté du Gabon d'agir de concert avec la communauté des nations pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais aujourd'hui, la situation exige plus de précision. Mon pays prendra toute sa part du fardeau de l'atténuation en réduisant de moitié ses émissions à l'horizon 2025. Pour y parvenir, nous avons déjà commencé à ajuster notre stratégie et notre gouvernance économique afin de migrer vers un modèle de développement qui doit être aussi sobre en carbone qu'efficace dans l'utilisation des ressources naturelles. Ainsi, nous avons décidé d'interdire le torchage des gaz issus de l'extraction pétrolière en remplaçant progressivement nos centrales à gaz oil
par des centrales à gaz. En 2025, notre programme actuel de construction des barrages hydrauliques doit nous amener à un mix énergétique de 80% d'hydroélectricité et de 20% de gaz. Pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, dans un pays dont le couvert forestier est de 88% et où l'agriculture n'est pas encore arrivée à maturité, nous avons décidé d'agir sur la rationalisation de l'utilisation des terres. Ce plan national d'affectation des terres, qui sera suivi par notre station de réception d'images satellites, rassemble désormais les données indispensables à l'efficace répartition territoriale de notre tissu économique. Monsieur le ministre, la liaison est quelque peu perturbée. Vous nous recevez bien? Vous nous entendez? Oui, oui, oui. Alors, pour cette deuxième et dernière partie de l'émission, Monsieur le ministre, nous avons sur ce plateau Hervé Éric Moëlé et Thierry Makando. Vos questions. Justement, Monsieur le ministre, vous l'évoquiez à l'instant, le Gabon s'est doté de pas mal d'éléments pour pouvoir donc lutter contre les réchauffements climatiques et tout ce qui affecte donc la planète. Vous avez énuméré l'AGEOS, qui est donc l'agence d'études et d'observation spatiale, dont s'est doté le Gabon il y a à peu près 3 mois, je crois que c'était au mois d'août. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire présentement quel est l'état de l'écosystème gabonais? L'écosystème gabonais, c'est, je dirais, l'État, parce que nous n'avons pas de déforestation. Malgré le fait qu'il est en charge, nous n'avons pas encore démoli absolument notre biodiversité à ce niveau. Dans le domaine de l'énergie, nous faisons un effort. Nous sommes dans un mix énergétique aujourd'hui où la partie polluante de l'énergie fossile est là, mais ce n'est pas la part la plus considérable. Et la volonté que nous avons absolument, c'est de chercher à préserver l'écosystème gabonais. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, je dirais même que le stock de carbone que nous avons, qui est important, qui représente à peu près 10 tonnes d'équivalent carbone, doit être absolument préservé à travers nos stratégies. Donc nous avons une forêt qui est très dense, et c'est une forêt qui est la plus préservée au monde. C'est tout cela. Voilà pourquoi il faudrait absolument, nous avons pris tôt la résolution de pouvoir préserver absolument cet écosystème à travers ce système politique bien fermé. La liaison est quelque peu perturbée, Monsieur le ministre, mais restez avec nous, je vous en prie. Nous allons évoluer dans les débats. Éric Hervé, vous avez une question. Oui, Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'adaptation au changement climatique. Allô? Vous nous entendez, Monsieur le ministre? Allô? Vous nous entendez? Alors, toutes nos excuses, hein, la liaison est quelque peu perturbée, mais je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous nous entendez là, Monsieur le ministre? Oui, je vous entends maintenant. Alors, Régis Simongo, je vous disais, pour la suite de l'émission, la question d'Éric Hervé Moëlé. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'adaptation au changement climatique, sauf que vous n'avez pas donné, vous n'avez pas évoqué la question de son financement. À combien peut se chiffrer le financement de l'adaptation au changement climatique, sachant bien qu'il faut forcément un coût pour ça? Du moins pour le cas du Gabon. Je ne pourrais pas vous dire le montant exact parce que c'est toute une politique. Si les payeurs, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Moi, je ne les ai pas là actuellement. Je peux vous dire cela. Mais en ce qui concerne le financement, je vous dirais simplement que, comme le chef de l'État l'a dit, les engagements du Gabon au niveau de la politique de nos émissions seront d'abord assurés par l'État. Déjà, l'État a commencé. Vous imaginez que la reconnaissance de ces différents aspects et l'élaboration des stratégies a un coût. Nous n'avons pas attendu d'être financés par les organisations multilatérales ou bien internationales à ce niveau. Nous avons commencé déjà au niveau du Gabon. Maintenant, nous mettons des outils qui vont permettre en fait d'arriver au financement de cette adaptation. Les outils, la loi portant aux attentes du développement durable. Les outils, par exemple, comme le chef d'État l'a rappelé quand il était devant la Banque mondiale,
donc financer les actions nécessaires pour cette adaptation. Et maintenant, il y a la contribution internationale. C'est clair que nous comptons absolument profiter des différentes initiatives qui sont prises. Le fonds vert, il faudrait que nous puissions l'utiliser afin de financer l'adaptation. Alors, Régis Simongo, il y a encore plusieurs préoccupations, mais malheureusement, nous ne pouvons pas parler de tout et nous allons accorder aux confrères très rapidement 2 dernières questions. Je vous en prie, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'adaptation, que les entreprises pétrolières devaient s'adapter à la nouvelle donne. Nous savons que la plupart des entreprises pétrolières installées au Gabon sont des multinationales qui sont hyper puissantes. Est-ce que le Gabon s'est déjà doté de mécanismes de coercition pour amener ces entreprises à respecter la nouvelle réglementation que le Gabon s'est doté? Oui, mais le mécanisme est là. C'est la loi portant aux entreprises de développement durable. Maintenant, nous sommes sur la finalisation des tests d'application, qui vont permettre aussi de mettre en place des mécanismes de sanctions et tout d'encadrement. Et aujourd'hui, nous avons une initiative là. C'est la JOS qui va nous permettre de mesurer ce qui se fait, de savoir exactement ce qui se fait au niveau du territoire. Donc, les tests d'application vont préciser le mécanisme de sanctions. D'abord, une fois, c'est accompagner dans cette initiation. Et maintenant, après, c'est un peu l'accompagnement, c'est bien sûr la sanction. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, même si, comme vous le dites, ces entreprises sont puissantes, sont très fortes, et donc, ce sont des multinationales, mais aujourd'hui, de par le monde, ces aspects sont pris en considération. Je pense que les différentes multinationales qui participent aussi à ces réunions de la COP 20 ont pris en considération cela. Votre dernière question, Thierry, la toute dernière. Monsieur le ministre, l'actualité est également marquée depuis quelques semaines par l'exploitation illégale du quai Vazingo. Que prévoit la loi sur le développement durable? Bon, écoutez, là je ne pourrais pas vous dire que pour la loi sur le développement durable, d'abord, le quai Vazingo, c'est une essence que le Gabon a considéré qu'il fallait protéger. Donc, dans le cadre des politiques du gouvernement, ils ont décidé, à un moment, de considérer telle essence comme essence réservée pour le bien de l'économie gabonaise, pour le bien de l'environnement gabonais. Donc, à ce niveau, si maintenant les opérateurs ne respectent pas cela, nous prenons les mesures qu'il faut. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement dans le développement durable pour qu'est-ce qui est prévu là comme élément. Je précise encore que nous sommes en train de finaliser les textes d'application des et à ce niveau, le mécanisme de sanction peut prévoir exactement quelles sanctions mettre en place dans ce cadre. Mais déjà, c'est en relation avec les aspects du code forestier et des chiens prises par le gouvernement pour protéger certaines essences. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne pouvait pas évaluer le niveau d'émission de gaz à effet de serre au Gabon. Ce sera votre dernière question. Et vous avez également dit que vous n'avez pas fixé un chiffre de financement par rapport à l'adaptation et l'atténuation au changement climatique tout à l'heure. Je ne pourrais pas évaluer le niveau du financement de l'adaptation. Mais par contre, le niveau des émissions, il est évalué. Bon, moi, j'ai passé document dans le travail qui a été fait à la fois du Plan national climat, dans la contribution, nous avons évalué le niveau des émissions, du Gabon. Donc, vous pouvez regarder la contribution qui a été envoyée par le Gabon le 1er avril. Vous allez constater le niveau des émissions au niveau du Gabon. Et vous allez aussi constater l'évolution tendancielle si le Gabon ne faisait rien à ce niveau. Donc les émissions, nous avons évalué. Et les émissions aussi d'ici 2025, si le Gabon ne faisait rien, nous avons aussi évalué. Et c'est cette base que nous avons arrêté le chiffre de 50% de l'émission 2025. Maintenant, pour le financement de l'adaptation, là, il y a des aspects qu'il faudrait regarder avec le secteur privé ainsi de suite pour avoir des chiffres bien fermés au niveau de l'adaptation. C'est à la fois au niveau du chômage, mais c'est à la fois aussi au niveau des modalités de production des entreprises. Régis Imongo Tatongani, nous arrivons au terme de cette émission. En termes de conclusion, Monsieur le Ministre, le contexte, les enjeux, la lutte contre le dérèglement climatique, la contribution de la République gabonaise, l'espoir d'un accord, votre mot de fin, Monsieur le Ministre. Le mot de fin, c'est que quand on va bien sûr pour un combat, c'est pas un combat à ce niveau, on est optimiste, on cherche à avoir davantage. Donc aujourd'hui, nous voulons sortir de cette COP 21 avec
afin de pouvoir aller dans de nouveaux paradigmes en ce qui concerne la production et de mettre des aspects de durabilité au niveau de la politique économique au centre des actions des États. Et aujourd'hui, le Gabon est dans cette stratégie. Le chef de l'État, comme il a signifié au cours de son intervention auprès de certains chefs d'État, dans le cadre d'un forum organisé par la Banque mondiale, la volonté du Gabon est de concilier ces différents objectifs, qui sont d'assurer le développement agricole, de poursuivre son industrialisation, en respectant ses engagements dans un pays couvert de la forêt à 90%, comme on le disait. Voilà qui vient mettre un terme à ce numéro exclusif de votre émission, notre émission Faire Savoir. Monsieur le ministre Régis Simongo, en espérant que vous êtes encore en ligne, nous vous remercions pour votre disponibilité. Messieurs, merci également pour votre participation à l'émission. Thierry, Eric, revenez-nous en forme. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Juste après le générique fin de cette émission, vous suivrez un reportage réalisé par nos confrères du journal Le Monde, un reportage consacré au réchauffement climatique. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. N'oublions pas nos chaînes partenaires, Nord TV, TV Mbir, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Bonsoir chez vous. « 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans.
Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. L'actualité du gouvernement gabonais au complet. Dans votre journal du gouvernement du mois d'octobre 2015, vous découvrirez les grandes réalisations et chantiers des 6 ans de magistère du président de la République, chef de l'État, avec une volonté d'unir toutes les forces vives de la nation, l'année de mise en service des chantiers, les nouveaux projets de développement et les nouvelles infrastructures, le projet Graines, la mise en service des infrastructures de développement, la diversification de l'offre de formation de 2010 à 2015, des réalisations à fort impact social, des réformes institutionnelles, une diplomatie d'action, le développement durable et économique, le programme de production agricole dans sa phase opérationnelle, la question du logement, la matérialisation d'une prospérité partagée avec le nouveau système de rémunération. Aussi, l'information gouvernementale vous propose des magazines thématiques, l'action, le savoir-faire. Toutes les versions numériques sont en libre téléchargement sur le portail du gouvernement www.gouvernement.ga. Vous pouvez également vous abonner en vous inscrivant sur communication.gouvernement@gouv.ga.